Trop souvent, le génocide congolais, et plus globalement la guerre dans la région des Grands Lacs, n'est analysé que sous l'angle économique, présentant le pillage des minerais congolais comme la seule motivation des pays agresseurs, que sont l'Ouganda et le Rwanda, soutenus de manière fluctuante par différents pays occidentaux au fil du temps. Mais ce prisme de lecture est non seulement incomplet, mais aussi néfaste à la fois à la compréhension même du conflit, mais aussi à la recherche de solutions politiques et diplomatiques efficaces. L'inconvénient de cette approche est double. D'abord, elle compromet les chances de voir aboutir les revendications juridiques liées à toute condamnation d'un génocide congolais, puisque, rappelons-le, le génocide est défini par le droit international comme l'exécution d'un plan concerté visant à anéantir tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. Une lecture strictement économique du conflit offre ainsi une échappatoire facile aux agresseurs de la RDC qui peuvent se dédouaner en renvoyant les Congolais dos à dos avec leur gouvernement, pourtant en déficit de légitimité populaire, qui se livre lui aussi au même pillage et qui ne peut pourtant pas être taxé de génocide contre une communauté à laquelle il appartient et dont il ne peut se distinguer. Ceci explique pourquoi des actions juridiques comme celles intentées récemment par le gouvernement congolais contre le géant de la tech Apple pour exploitation illégale de minerais et travail forcé d'enfants n'a pas abouti. La juge a en effet déclaré que les plaignants n'avaient non seulement pas fourni suffisamment d'allégations spécifiques pour démontrer que les entreprises technologiques participaient à une entreprise de travail forcé avec les fournisseurs de cobalt en RDC, mais elle a surtout rajouté que de nombreuses autres parties étaient responsables du trafic de main-d'œuvre, notamment des courtiers en main-d'œuvre, d'autres consommateurs de cobalt et enfin le gouvernement de la RDC lui-même. Deuxième inconvénient, se focaliser uniquement sur le pillage des minerais, c'est faire totalement l'impasse sur l'origine historique même de cette guerre, qui s'inscrit dans une vaste entreprise de conquête territoriale menée par Museveni dans la région des Grands Lacs, le Zaïre étant le troisième pays, après le Rwanda et le Burundi, à avoir été déstabilisé et conquis par les troupes de Museveni et Kagame. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Une fois au pouvoir en Ouganda, Museveni, lui-même exilé rwandais Tutsi, se lance dans une opération de restauration d'un pouvoir Tutsi dans les Grands Lacs avec l'aide des États-Unis qui veulent rétablir leur influence dans la région. Commence alors la mascarade des guerres civiles au Rwanda, Burundi et au Zaïre avec l'assassinat de 3 présidents Hutus en exercice en moins d'1 an.